nous sommes très heureux de l'ouvrir sur un sujet qui nous ramène d'ailleurs un peu au titre général du FIC précédent, sécurité collective et collaborative, tout simplement parce qu'on voit bien dans le monde hyper-connecté vers lequel nous nous orientons, eh bien, tous les systèmes complexes vont devoir, en quelque sorte, garantir la cybersécurité d'un ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau. On n'est plus dans la relation binaire homme-machine, comme l'imaginait Robert Wiener, mais dans une relation beaucoup plus machine to machine, avec le risque, effectivement, d'une atteinte à la résilience si on a des systèmes qui sont moins sécurisés que d'autres. Donc, on voit bien que le Zero Trust est un principe qui va, de toute façon, être impératif. Et on voit bien aussi que cette cyber-résilience, elle suppose qu'on évalue le niveau de cyber-résilience de chaque service, de chaque système, de chaque offre. Et je pense que cette notion de quantification est une notion très importante. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous achetez un immeuble, un appartement ou une maison, on quantifie votre émission de CO2, on quantifie un certain nombre de qualité du produit. Et si le produit n'est pas bon, vous n'achetez pas. Je crois qu'on va de plus en plus vers cette quantification, qui est une forme de responsabilisation, et qui viendra sans doute à évoquer le problème de l'assurance. Est-ce qu'on sera assuré si on n'offre pas des critères suivants? Je ne vais pas vous parler davantage, car nous avons interrogé Olivier Lopez et Maxime Carton, que je salue au nom de tous, avec Amélie, qui, toujours fidèle au poste, va animer cette table ronde. Je la remercie, je vous remercie, et je laisse tout de suite la parole à Amélie pour la suite de cet observatoire. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, Général. Et merci à nos trois intervenants que je présente rapidement. Donc, Maxime Carton, vous êtes cofondateur et président de Citalib. J'arrête le micro, c'est mieux. Merci. Olivier Lopez, directeur de l'Institut des statistiques de l'Université de Paris, et Thierry Levé, de RSSI chez Lagardère. Et donc, on va donc parler tous les quatre de la quantification du risque cyber. On va voir déjà pourquoi il faut quantifier le risque, à quoi ça sert, et puis ensuite comment on fait, quelles sont les solutions, les outils, les méthodes disponibles, sont-ils suffisants, comment fait-on pour les faire évoluer. Donc voilà, on va parler de tout ça pendant cette petite session. Bien sûr, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, on les prendra à la fin, et puis on prendra évidemment aussi des questions de la salle pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, déjà, on sait que je vais commencer par poser une question à vous, Thierry. On sait que la quantification du risque est essentielle pour un RSSI, c'est le centre de ses activités, puis vous êtes quand même chargé de réduire ce risque. De manière générale, est-ce que les RSSI disposent aujourd'hui des moyens suffisants pour faire cet exercice de quantification du risque? Alors, on commence en fait à avoir des moyens. En fait, je travaille dans cette problématique de mesure de risque depuis 20 ans à peu près. Alors pourquoi? Parce que le groupe Lagardère est un environnement en fait très distribué. Il y avait une centaine de systèmes d'information indépendants à travers la planète, fédérés bien sûr au niveau corporate. Et on avait besoin en fait d'être capable de montrer au comité d'audit ce qu'il en était justement en termes de risque. Alors, quand vous avez une organisation distribuée, vous avez aussi en fait une distribution de risque, donc c'est quelque chose auquel j'ai veillé pendant des années. Mais très tôt, je me suis dit comment on fait en fait et comment on se débrouille pour essayer justement de montrer des choses qui sont vraiment représentatives de ce qu'on était. Et donc, je travaillais en fait avec les modèles normés des contrôles et la capacité derrière, donc en interprétant ces contrôles, de commencer en fait à identifier les risques types. Mais c'était juste un travail dingue qui faisait bosser en fait pas mal de personnes. Et globalement et en résumé, en fait, on souffrait de méthodologie qui était très statique et qui avait besoin en fait de plus en plus de dynamique. Et je pense que c'est ce qu'ont apporté en fait les nouveaux acteurs là, ces dernières années, cette capacité d'injecter en fait sur les contrôles somme toute standard, donc on continue à avoir besoin parce qu'on ne peut pas tout mesurer dynamiquement, mais une capacité dynamique.
Alors justement, vous parlez de ces méthodes et de ces outils qui n'étaient pas forcément jusqu'à présent, en tout cas qui n'étaient pas suffisants pour faire cet exercice. Et c'est peut-être dû aussi, Olivier, au fait que le risque cyber est quand même relativement nouveau finalement dans l'historique des risques qui sont pris en compte de manière plus générale. Quelles sont les solutions de quantification du risque qu'on utilise aujourd'hui pour le risque cyber? Est-ce que ce sont des méthodes qu'on applique au risque cyber mais qui existent pour les autres? Est-ce que ce sont des méthodes spécifiques? Alors en fait, il faut déjà se dire qu'il y a différents niveaux de quantification. On peut avoir simplement une quantification relative, c'est-à-dire de dire que certaines entreprises, certaines entités ou certains systèmes complexes sont plus ou moins sécurisés que d'autres. Ensuite, il y a un autre enjeu sur la quantification, qui est plutôt celui sur lequel nous, on effectue des recherches, qui va être la quantification des impacts économiques de la façon la plus précise possible, et d'ailleurs pas forcément qu'économique, ça peut être aussi des impacts en termes de ressources humaines mobilisées pour résoudre un événement. Et donc, suivant en fait le type de problème qu'on va se poser, c'est pas forcément le même type de modélisation. Alors, quand je parle de modélisation, je parle de modélisation mathématique. Alors, pourquoi de modélisation mathématique? Parce qu'on cherche à prédire, à anticiper ce qui va se passer. Et donc, il s'agit, via, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne peut pas lire l'avenir dans le mar de café, on va essayer au mieux de décrire un petit peu la physique, je dirais, du risque. Donc, il y a effectivement des anciens modèles, des modèles qui sont utilisés dans d'autres champs, notamment qui vont permettre de capter le fait qu'on a un risque assez explosif, avec une grande volatilité, c'est-à-dire une grande incertitude sur les conséquences qu'il peut y avoir. Il y a également une difficulté, en fait, qui va être l'appréhension du caractère systémique du risque, et sur lequel, pour le coup, on est en train de construire vraiment un cadre qui permette d'envisager ça. Il y a une différence entre évaluer le risque à un niveau individuel et à un niveau collectif. Et pour finir très brièvement sur cette première vision, à quoi ça va servir ensuite ces modèles? Ça va servir bien sûr aux assureurs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, calculer les primes. Finalement, la prime, c'est pas forcément le plus important, c'est aussi être capable de calculer la réserve qu'il va falloir mobiliser pour faire face à des événements qui vont être catastrophiques. Et sur ces aspects catastrophes, il y a disons, des modélisations hybrides. Il y a d'abord une nécessité de définir des scénarios. Alors, des scénarios, il va y avoir d'une part le scénario catastrophe qu'on va essayer de construire un peu comme un exercice de science-fiction, malheureusement, qui peut devenir bien réel, mais qui va nécessiter une grande complexité de travail, parce que voir la trace que va laisser un événement sur une organisation complexe, sur un grand groupe, ça va être assez difficile. Et ensuite, des scénarios, et c'est ça qui est un peu plus vierge comme champ sur lequel nous, on travaille beaucoup également, qui va être d'avoir des scénarios peut-être un peu plus grossiers, mais ce qu'on appelle des scénarios stochastiques, comme ça peut être utilisé dans les projections économiques, qui vont balayer un grand nombre de situations pour essayer de voir effectivement également les cas qu'on n'a pas forcément prévus, qu'on n'a pas réussi à concevoir mentalement. Les fameux événements imprévisibles, non anticipés, dont on a beaucoup parlé aussi au dernier FIC d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. Alors, et donc finalement, quelles sont les limitations de ce type de modèle aujourd'hui pour quantifier le risque cyber, justement? Alors, les grandes limites, c'est les données qui les alimentent. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans le cadre de la construction, justement, de ce que j'ai appelé cette compréhension physique du risque. Et je parle surtout au point de vue collectif. C'est ça qui manque, parce que le grand enjeu, c'est les potentielles corrélations, survenance de beaucoup d'événements simultanés. Et donc, si vous voulez, c'est une combinaison, c'est-à-dire que on peut construire le modèle le plus sophistiqué du monde, on peut avoir une très belle voiture, une très belle Ferrari. Si on n'a pas le carburant pour alimenter cette voiture, eh ben, on aura un peu de mal à les frimer sur la Côte d'Azur. Si vous me permettez
la plaisanterie. Et donc là, c'est ça le carburant, c'est l'information et c'est les données sur ces événements. Et donc il y a un besoin à la fois de structuration de la donnée, c'est le statisticien qui parle aussi en moi là-dedans, mais une donnée qui n'est pas forcément structurée sur ce qui se passe après un événement. Et ensuite, une mise en commun nécessaire aussi de ces données qui, à l'heure actuelle, n'est pas suffisamment faite et qui est embêtante parce que ce qui est complexe, c'est de capter l'événement catastrophique qui est par essence relativement rare. Donc, il faut un degré d'information très important. Si vous comparez à ce qu'on a sur les risques climatiques, qui sont des risques qui peuvent avoir des conséquences très graves et qui ne sont pas forcément toujours bien maîtrisés, on nage dans la donnée sur ce genre de choses. C'est ça qui manque aujourd'hui beaucoup aux risques cyber, c'est-à-dire des modèles adaptés aux données qu'on a, mais aussi une collecte améliorée et plus riche de ces informations. Alors justement, toutes ces limitations au modèle existant, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, Maxime, et sur lequel repose en fait le modèle, l'approche un peu complémentaire et enrichie que vous avez mis en place. En quoi consiste cette solution et comment elle permet de répondre aux limitations existantes? Merci, bonjour à tous. Donc, je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit. En fait, quand on parle du risque cyber, il y a quand même des caractéristiques qui sont inhérentes à ce type de risque et qui complexifient le travail. C'est un risque qui est nouveau, donc on a peu de données historiques, d'où la profondeur de données qui nous manque. C'est un risque qui va être complexe à modéliser, bien sûr, vous le savez tous. C'est un risque qui, en plus de ça, va être sensible, donc le partage des données n'est pas facilité. Et surtout, c'est un risque dynamique. On l'a déjà dit, hein, c'est un risque qui évolue énormément. La menace, le rythme d'évolution de la menace, c'est de l'ordre du jour, de la semaine. Là où les analyses de risque traditionnelles, c'est plutôt à l'année, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Tout ça fait que, en effet, le problème principal, c'est la donnée. En plus de ça, je me permets de rajouter que quand on parle de quantification du risque, il faut bien, je suis d'accord, ça va être d'accord sur les termes, il y a la partie impact économique, qui est cruciale et qui est une des plus complexes à analyser. Il y a aussi la partie fréquence de sinistre, qui va être importante, qui va découler directement de l'état de la menace, de votre profil d'entreprise, et des fameuses mesures de sécurité, des fameux contrôles dont parlait Thierry, par exemple. Donc, tout ça fait qu'on a besoin d'avoir des modèles qui vont plus loin que pour les autres risques, qui sont différents, qui sont peut-être plus recherchés ou, disons, plus communautaires, qui prennent en compte plus de paramètres. Ça, c'est ce que nous, on essaie de faire. Donc, notre idée derrière, notre différenciation, c'est que, en plus de prendre en compte les données qui sont disponibles, mais qui ne sont pas suffisamment disponibles en termes de volume, on va également injecter dans le modèle toute l'expertise cyber de la communauté. Donc, l'idée, ça a été de dire qu'on a, nous, des experts cyber en interne, on a réuni des experts cyber de nos partenaires, de nos clients, des communautés de RSSI, et on a organisé des ateliers, des cercles de réflexion autour de chaque scénario de risque, justement, qui peut être envisagé, qu'il soit des scénarios catastrophes, qu'il soit des scénarios stochastiques, ou très bien identifiés. Et l'idée derrière, c'est que le fait d'injecter l'expertise cyber dans un modèle en plus de la donnée, pour augmenter la donnée disponible, va nous permettre de faire plus de choses avec peu de data points, peu d'éléments, peu de points de données. Et donc ça, c'est vraiment toute la différenciation de ce qu'on fait. Ça permet d'avoir à la fois la fréquence de ciblage, le taux de succès de l'attaquant, qui va dépendre de votre défense et de la menace qui est en face, et autant que possible, les impacts financiers, en tout cas, ce qu'on peut imaginer de ces impacts financiers. Et sûr, derrière, il faut des modèles mathématiques qui gèrent l'incertitude sur les données en entrée. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui sont connues, qui sont utilisées chez les assureurs ou dans les instituts de recherche comme celui d'Olivier. Et donc, en mettant tout ça, si vous voulez, dans le même moteur de calcul, on arrive aujourd'hui à faire mieux que les modèles existants sur d'autres types de risques. Merci beaucoup. Alors justement, comment vous, Thierry, vous voyez les avantages, les bénéfices concrets de ce type d'approche dynamique qui donc devrait normalement mieux répondre à vos besoins? Oui, clairement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on a utilisé pendant des années, on nous prenait dans le travail et on arrivait en fait à sortir une image qui était représentative à un instant donné de ce qui avait été capté et travaillé, mais qui 3 mois, 4 mois, 6 mois après, en fait, devenait en fait complètement obsolète. Et c'était vraiment en fait une question que je me posais en me disant,
ok, ça nous permet en fait de remonter au board, au comité d'audit en fait des éléments, mais on sait très bien que le temps qu'on met pour les traiter et pour produire nos rapports en fait fait que quelque part on est déjà en obsolescence. Et donc de ce fait, c'est vrai, quand je me suis dit aujourd'hui il y a des outils sur le marché, en fait je vais commencer à regarder, je suis parti avec cette idée-là en me disant il faut absolument que je puisse en fait injecter de la dynamique là-dedans. Alors pour être très factuel, si vous voulez, c'est de se dire pourquoi j'ai des contrôles pour se donner par exemple un état de maturité autour d'une solution de type Office 365 de Microsoft, alors que ces gens-là en fait sont capables de produire un security scorecard, et que ce security scorecard, si la méthode d'analyse de risque est capable en fait de l'injecter et de l'intégrer en fait dans son algorithme, eh bien j'ai tout de suite un état en fait qui va être hyper fiable, parce qu'il est dynamique, c'est celui du terrain, et qui va me permettre en fait d'apporter de la valeur à cette mesure-là. Et de ce fait, c'est ce qui m'a conduit justement à m'orienter vers cette solution, histoire qu'on puisse démontrer aussi à nos entités que notre analyse de risque de plus en plus en fait prend en compte cette vie dynamique, et puis l'accélération en fait de cette menace. C'est super difficile avec des méthodologies statiques de se dire on vit une transformation en menace qui est juste dingue, et j'ai des outils en fait qui sont pas adaptés pour ça. Donc on en a besoin, et Citaline, et c'est vrai que je dis à Maxime en permanence, c'est que j'ai envie en fait toujours plus de cette dynamique, et qu'on a cherché en fait des indicateurs, des capteurs qui existent un petit peu dans toutes nos solutions pour effectivement rapporter en fait de la donnée à l'outil, qu'on puisse en fait en bénéficier derrière. Et je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez un petit peu, souligné. Enfin, on a clos pour voir cette idée, mais finalement, quantifier le risque cyber, ça permet aussi de démontrer l'ampleur de ce risque et donc l'urgence de pallier, de trouver les mesures et les outils adaptés pour se prémunir de ce risque. On entre dans une autre partie, peut-être sur à quoi ça sert de quantifier le risque. Est-ce que c'est pas aussi un outil pour parler aux COMEX, aux dirigeants, et avec une quantification, une évaluation fine et précise du risque encouru par l'organisation, d'ensuite encourager la mise en place de politiques et d'outils de sécurité plus efficaces, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas juste, en fait, les dirigeants, le comité d'audit ou un conseil de surveillance, c'est aussi, en fait, tous ces organismes qui gravitent aujourd'hui autour de l'entreprise et qui, de plus en plus, en fait, nous demandent de rendre des comptes. Alors, c'est par exemple de la notation extra-financière chez les gens du développement durable, en fait, RSE, chez nous, qui me sollicitent. Pourquoi? Parce que ils sont notés en fait par des organismes qui sont un petit peu partout sur la planète, et qui de plus en plus en fait se soucient de notre problématique en fait de risque cyber. Et eux, ils ont besoin en fait d'indicateurs, donc il faut être capable de leur produire. L'autre exemple sont bien sûr en fait, on en a un peu parlé, nos assureurs. Ces gens-là en fait, il y a quelques années, on passait quelques heures avec eux autour d'une table et on était capable de sortir en fait avec un produit d'assurance. C'est plus du tout ça. Ce qu'ils attendent, en fait, c'est une vraie visibilité, justement, des indicateurs issus de mesures récentes pour qu'on soit capable de prouver qu'effectivement, c'est quelque chose qui est propre. Le COMEX, ce qu'il veut, c'est juste qu'on produise des choses qui soient inattaquables, en fait, vis-à-vis de nos entités. C'est-à-dire que, quelque part, la donnée exploitée et le résultat qu'on produit soit bien, en fait, à l'image de ce qui se passe sur le terrain quand vous avez une activité qui est potentiellement au bout du monde, qui pèse dans le chiffre d'affaires de l'entité et du groupe, et vous vous dites, en fait, il y a potentiellement un risque. Donc, la réponse est oui. Après, derrière, en fait, ça nous permet d'étayer, en fait, un plan, de travailler le budget qui va bien, de réfléchir en termes de technologie et de pouvoir, en fait, positionner nos priorités. Parce que, en fait, c'est aussi la problématique du RSSI aujourd'hui, c'est de se dire, face à cette menace grandissante, quelles sont réellement mes priorités et comment j'arrive justement à gérer aussi cette dynamique de dire par moment, en fait, je réajuste parce que les choses ont bougé. Et alors, est-ce que ce type de retour, c'est aussi un retour que vous avez de la part de vos clients? Maxime, j'imagine que vous avez des clients de
un profil différent. Est-ce que c'est aussi un retour direct que vous avez de leur part? Est-ce que finalement, avec cette approche dynamique qui permet une meilleure quantification du risque, ils arrivent à mettre en place des politiques ou des outils dédiés? Oui, clairement, en fait, la quantification du risque, c'est la première étape. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Alors évidemment, c'est une étape qui est très complexe, qui demande de mettre en place plein de données et d'algorithmes. Mais une fois qu'on l'a fait, qu'on considère qu'on a une quantification qui est crédible et qui reflète dynamiquement l'exposition financière de l'entreprise au risque oscillaire, la question c'est maintenant qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Alors bien sûr, ça va être un élément important à présenter au COMEX, puisque les décideurs ont l'habitude de traiter ce type de données financières et probabilistes, beaucoup plus que les données techniques cyber dont on a probablement tous l'habitude autour de la table. Mais c'est pas le seul usage. Les deux grands usages qui viennent par la suite, ça va être la réduction du risque. La réduction de l'exposition au risque, ça passe par notamment les investissements cyber. Donc, comment est-ce que je fais pour réduire cette fréquence de sinistres dont on parlait plus tôt? Donc, comment j'améliore ma maturité défensive? Donc ça, c'est vraiment de l'opérationnel pour le RSSI et ses équipes. Donc, c'est des choses qu'on est également capable de simuler. Parce que je disais tout à l'heure qu'on simulait la fréquence de sinistres et qu'elle dépendait directement de l'état de la menace, de ce qu'elle déploie sur les réseaux en termes de techniques d'attaque et de ce qu'on a déployé en termes de techniques de défense. Donc, on est capable de faire des simulations en disant si je déployais tel et tel type de solution, telle et telle mesure ou action de sécurité de défense sur mon réseau, comment est-ce que ça réduirait le succès de l'attaquant et donc mon exposition au risque. Donc, quantification, réduction, mais il y a aussi le partage du risque, ou le transfert du risque, comme on disait avant, le partage du risque à l'assureur. Ça, oui, en effet, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées. C'est un travail de fond, parce que l'assurance, aujourd'hui, c'est un métier qui a l'habitude de travailler de gré à gré, en face à face avec le RSSI, sans forcément avoir des outils logiciels, mais plutôt en ayant des consultants, des audits manuels, etc. Et donc, oui, on essaie de changer les choses. On essaie de travailler à la fois avec l'assuré au bénéfice de l'assuré, mais aussi de faire évoluer les mentalités des assureurs. Et donc ça passe par leur montrer des métriques dynamiques qui sont directement opérationnelles pour eux, qui sont dans leur langage, leur montrer d'où elles viennent, être le plus transparent possible sur les méthodes de calcul, pour leur faire gagner du temps, faire en sorte qu'ils fassent mieux leur travail, que les RSSI qui font bien leur travail obtiennent des bonnes conditions sur le marché, mais aussi et surtout faire en sorte de faire gagner du temps à tout le monde sur la chaîne. Aujourd'hui, ceux qui ont une cyberassurance, qui ont essayé d'en avoir une, savent que ça prend énormément de temps. Parfois, il faut que vous remplissiez 30 questionnaires de 150 questions chacun, un par assureur. Ensuite, vous allez peut-être avoir un roadshow. Vous allez passer plusieurs heures devant des assureurs. Vous allez présenter peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure l'état de votre réseau et puis vous allez être questionné pendant 1 heure et demie sur des questions qui parfois ont du sens. Elles sont très précises, mais vous vous demandez en quoi elles sont liées directement à votre risque et qui parfois n'ont pas de sens, il faut bien le dire. En tout cas pour un RSSI. Et donc ça, pareil, c'est ce qu'on ait de changer, hein, faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul et unique questionnaire. Que dans l'idéal, il n'y ait pas de questionnaire, que tout soit remonté dynamiquement. C'est encore compliqué, hein, parce que les assureurs ont des objectifs très précis sur leur questionnaire, mais au moins unifier les questionnaires et faire en sorte que le roadshow soit digitalisé, ou faire en sorte que tout soit communiqué en amont à l'assureur pour vous faciliter la vie. On le fait déjà avec des grands groupes. Il y a le groupe Hermès, par exemple, qui travaille déjà comme ça avec nous et qui utilise nos métriques, notre outil pour présenter son risque en roadshow. Et c'est de plus en plus accepté par les assureurs et les courtiers. Je pense que ce que tu évoques en fait à la fédération ou à la convergence en fait vers des questionnaires entendus, elle est vitale en fait parce qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui à traiter en fait des référentiels qui sont différents. On voit bien, enfin, on voit que au fond globalement en fait c'est la même chose, mais ça complexifie en fait les travaux, les interprétations et les résultats derrière. Et donc on a vraiment besoin de ça. Il y a aussi un point qui est important et qui est quelque chose en fait qu'on a eu du mal à manipuler là au sein du groupe pendant des années. C'était la collaboration en fait avec les métiers en fait impliqués. Et aujourd'hui en fait en s'appuyant sur ce type de méthodologie, on se rend compte qu'on peut embarquer le contrôle interne, la compliance, l'audit, le DPO, les gens des assurances autour d'un socle qui est unique et qui va servir justement en fait de référence à tout le monde. Et par exemple, un exemple, en fait, c'est le cas GDPR. J'ai DPO Group qui est venu me voir en disant, en fait, on a beaucoup d'entités, de quelle manière, en fait, on pourrait sortir un indice de maturité, protection de la donnée personnelle, en fait, GDPR. Et bien, on l'a fait, en fait, avec Citalid
sur la base, bien sûr, de ce qu'ils font, de leur calcul, mais aussi de contrôle à qu'on peut voir quand ce contrôle, ça nous permet de sortir, comme je disais tout à l'heure, un indicateur qui est quelque part qui est inattaquable, en fait, qui donne à un instant donné l'image de ce qu'il en est réellement de la maturité de protection des données. Juste pour ponctuer ça, c'est vital, tu as raison. On a des données, on a des algorithmes, ça c'est fondamental pour avoir du dynamique et avoir du crédible aujourd'hui avec la quantité de paramètres à gérer. Mais derrière, il faut quand même avoir de la calibration manuelle et de l'intelligence humaine pour injecter le plus possible d'informations dans l'algorithme. Et je crois beaucoup dans un champ de recherche qu'on appelle l'intelligence collective, c'est ce que je faisais avant de faire de la cybersécurité, pour la petite histoire. Et c'est pour ça que quand on intervient dans une entreprise, soit c'est une entreprise de petite taille, sur laquelle on peut faire pas mal d'hypothèses et donc tout va être automatique. C'est important pour faire du volume, parce que les petites entreprises n'ont pas de temps à consacrer au risque cyber, malheureusement. Quand on intervient chez des grands comptes complexes et souvent matures, comme Lagardère ou d'autres, on va voir et on va parler à plein de profils différents pour être capable de calibrer les algorithmes. Et donc ça va nous amener bien sûr à parler au RSSI, aux équipes cyber, mais aussi à parler aux équipes financières, à parler aux équipes de conformité, à parler aux risk managers, à parler aux métiers. Et en fait, ça c'est crucial, non, c'est pas pour faire perdre du temps aux gens, c'est crucial non seulement pour bien calibrer les algorithmes, mais c'est aussi crucial pour embarquer tout le monde dans la démarche. Parce que pour que ce soit accepté par les décideurs, il faut que ça vienne, que ça représente tout l'aspect de l'entreprise, et pas juste la partie sécurité comme on l'a fait, je pense, pendant un peu trop longtemps. Oui, parce que finalement, on a tous en tête évidemment les coûts directs, les difficultés de fonctionnement, paralysie des systèmes en cas de perte de données par exemple, mais il y a aussi tous les coûts indirects, les atteintes à l'image et à la réputation, les éventuelles pénalités contractuelles aux fournisseurs, éventuellement chute de valorisation financière, et tout ça aussi, il faut bien les prendre en compte, d'où la nécessité évidemment d'embarquer tous les métiers comme vous le disiez. Alors, on a évoqué aussi le sujet des assurances. Olivier, c'est votre métier directement. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a une évolution? Comment on prend en compte le risque cyber aujourd'hui? Est-ce que ce sont des politiques dédiées? Est-ce qu'on applique les politiques d'assurance plus générales, plus génériques au risque cyber? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors tout d'abord, c'est pas tout à fait mon métier parce que je ne suis pas assureur. Je fais des mathématiques qui servent notamment à la gestion des risques en assurance. Donc je vais pouvoir vous le dire sans chercher à vous vendre une assurance. C'est ça l'avantage. Je voudrais juste revenir un peu sur ce qui a été dit. On voit c'est très complexe la souscription d'assurance parce que c'est un risque mal connu pour un grand groupe. Ça a été un peu évoqué par Maxime. Pour une PME, c'est encore pire. Parce que, pour le coup, le dialogue qu'il va y avoir sur la sécurité des réseaux, il ne peut pas forcément se tenir au niveau de la PME, qui n'a ni le temps, ça a été évoqué, ni parfois la compétence dans certains secteurs d'activité pour répondre aux questions. Et ça, c'est, à mon avis, un problème sur lequel on devrait tous être assez concernés, parce que le taux de couverture des PME, aujourd'hui, en assurance cyber, il est extrêmement faible. Donc, parce qu'il y a effectivement des offres d'assurance cyber, ça a été évoqué. Il faut aussi, à mon avis, évoquer le fait qu'il y a une différence de culture entre certains marchés, typiquement marchés anglo-saxons, et des marchés plus européens comme le nôtre, où on a notamment une culture du risque qui est différente, c'est-à-dire que chez les Américains, typiquement, il y a l'idée, on y va. On crée des produits sans forcément avoir une évaluation du risque. Et après, on voit ce qui se passe. Ça a bien marché pour la partie des subprimes qu'on a vécu en 2008. Malgré tout, ça a un avantage aussi. C'est un avantage si ça se couple d'une expérience qu'on fait du risque. Notamment, je parlais des questions de données. Si on utilise cette première expérience pour apprendre et ensuite devenir meilleur. C'est pas garanti que ce soit ce qui est en train de se passer. Et à l'inverse, il y a des approches plus prudentes qui vont du coup déboucher sur des questionnaires extrêmement intrusifs pour essayer de comprendre, d'apprendre le risque et sur lesquels il va falloir évoluer en automatisant notamment et en améliorant aussi la connaissance qu'on a du phénomène, à la fois par des modèles, mais aussi
et ça, je suis tout à fait d'accord avec Maxime, de l'expertise qui doit être injectée dedans. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contrats d'assurance dédiés, il y a aussi une chasse chez les assureurs à ce qu'on appelle le cyber silencieux. C'est-à-dire les clauses cyber qui peuvent être déjà souscrites sans le savoir à l'intérieur d'autres contrats. Donc il faut faire, bien sûr, c'est un travail de nettoyage nécessaire, parce qu'il faut, pour avoir la viabilité d'un système assurantiel, il faut bien connaître son périmètre exact, et donc il y a ce travail qui est en cours et qui est très précieux. Mais néanmoins, c'est pas le seul élément de réponse du secteur. La grosse question qui est posée à l'heure actuelle, c'est l'assurabilité du risque. Alors, quand on dit assurabilité du risque, vous allez me dire, finalement, il est assuré, donc c'est bien qu'il doit être assurable. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est assuré, à quel niveau, et comment on arrive à améliorer cette couverture pour pouvoir notamment répondre aux besoins des grands groupes, des PME, avec des besoins différents. Et là-dedans, il y a sans doute, comme pour tout risque, une partie qui n'est pas vraiment assurable, c'est-à-dire qui n'est pas amortissable par une collectivité. L'assurance, c'est des bons résultats pour beaucoup, des mauvais pour peu, et les bons résultats absorbent les mauvais. La question, c'est en tout cas de voir jusqu'à quelle limite on va pouvoir assurer, et pour ça, il y a la connaissance du risque va être un élément, parce que derrière le grignotage, je dirais, du périmètre des garanties, il y a aussi une part qui est liée à notre incertitude, à notre méconnaissance du risque, d'où l'intérêt de conjuguer modèle, expertise, pour essayer d'améliorer ce que le secteur assurantiel peut offrir en termes de protection. Pardon, tu as complètement raison, je me parlais juste de rebondir là-dessus. C'est d'autant plus important de s'attaquer au sujet des PME et des ETI sur la partie du risque cyber, qu'aujourd'hui, vous l'avez tous vu venir, je pense, on a un vrai enjeu de supply chain, d'écosystème, de risque qui naît dans les grands groupes et pas que, en raison de leur tiers, de leur écosystème de parties prenantes, les fournisseurs, les prestataires, etc. Tous ceux qui potentiellement présentent un des trois grands risques sur les données, on va dire, pour un grand groupe. La confidentialité, puisque vous avez probablement dans votre écosystème des entreprises de plus ou moins grande taille qui ont des données sensibles sur vous. Et donc, si on s'attaque à cette entreprise et qu'on a accès à ces données, on n'a même pas besoin de s'attaquer à vous. L'intégrité, bien sûr, puisque parfois, il y a des interconnexions au SI, et donc il peut y avoir des rondes qui passent par une petite entreprise moins bien sécurisée pour vous atteindre. Et bien sûr, la partie disponibilité, puisque vous avez des interconnexions métiers, des dépendances métiers avec certaines entreprises de votre écosystème. Et donc, si elles ne sont plus capables de faire leur métier pour une raison ou une autre, ça peut avoir un fort impact financier et économique. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas seulement pour la mission qui est cruciale de sécuriser l'ensemble de l'écosystème français et européen, c'est aussi pour vous un enjeu d'écosystème. Juste une petite question, mais comment on prend justement, vous venez de le dire, comment on prend en compte le risque représenté par des fournisseurs, des sous-traitants, des prestataires? Alors, enfin, juste pour alimenter la discussion, un gros commun sur l'année 2021, alors il y a encore des choses qui vont bouger, mais pour l'instant, on est à 100% des flux de données sur l'écosystème. Donc, on voit bien qu'en fait, on a réussi en fait à travailler le modèle, à sensibiliser, à accompagner nos entités, et comme le dit Maxime, en fait, ça fuit par ailleurs, et donc cet écosystème étendu, il est vital en fait de l'intégrer. Donc, comment on l'intègre en fait différents modèles, quand vous avez des toutes petites structures qui apportent énormément de valeur ajoutée à certains métiers, et vous vous rendez compte qu'au final, vous n'arriverez jamais en fait à leur faire mettre en place une méthode, et ce qui va bien, enfin, ce que tu évoquais Olivier tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est juste se dire, je leur apporte en fait la capacité. Donc ça, c'est une réponse en disant, potentiellement, on les héberge, en fait, en les hébergeant, eh bien, forcément, on les met dans une sécurité. On peut aussi, à travers en fait l'outil, se dire que je crée une structure en fait qui n'est pas en fait une entité juridique de mon groupe, mais en fait qui participe à son business, hein, et qui potentiellement en fait peut influer sur son risque.
Et de ce fait, je fais des mesures pour cette entité et je l'accompagne en fait de cette manière-là. Et au final, parce que malgré tout ça, ça reste en fait toujours compliqué, c'est que forcément, on est obligé, et depuis des années déjà, d'augmenter la surveillance, et cette surveillance, en fait, de la rendre de plus en plus intelligente et de plus en plus ciblée, de manière à pouvoir justement suivre ce qui se passe et interagir en fait avant qu'il soit trop tard. Et du côté de l'assurance, est-ce qu'il n'y a pas aussi une obligation de peut-être de due diligence d'une entreprise à l'égard de ses fournisseurs ou prestataires? C'est-à-dire que oui, enfin, l'assurance va intervenir aussi va avoir à gérer le risque cyber déjà de différentes façons, également pour son propre risque opérationnel, qui est aussi une question qui préoccupe les assureurs, et souvent va aussi avoir une vocation à, je dirais, assister, pas seulement financièrement, les clients, et notamment sur les PME, elle peut jouer un rôle assez important de sensibilisation au risque, comme ça a été le cas historiquement sur d'autres risques comme l'incendie, où en fait l'obligation d'assurance incendie a permis, via des audits de sécurité, d'améliorer considérablement la sécurité dans un certain secteur. Et simplement, donc, la question, c'est ce service, à l'heure actuelle, comment réussir à le dimensionner correctement, à le chiffrer correctement, le poids de toutes ces obligations et de tout ce que permet l'assurance. Et c'est là qu'il y a pas mal de difficultés. Donc on voit bien effectivement comment une meilleure quantification peut permettre de mieux ajuster, de mieux adapter ces politiques. Alors on a pas mal de questions avant de, je pense que on va commencer à en prendre quelques-unes de celles en tout cas qui ont été posées en ligne, parce que je pense que ça nous permettra aussi d'alimenter un petit peu cette discussion. Déjà, il y a une distinction peut-être à faire. On me pose la question, qu'est-ce qui différencie la quantification du risque cyber à la méthodologie d'analyse des risques comme EBIOS par exemple? Je peux répondre, n'hésitez pas à compléter. En fait, c'est complètement compatible. Donc, c'est pas une question de différenciation, c'est une question de comment on fait en sorte d'assembler de manière intelligente ces deux briques. Nous, l'outil, par exemple, il est compatible avec le CRM, on est en cours de labellisation par l'ANSSI. Concrètement, le CRM, c'est un cadre qui va permettre de structurer à la fois l'analyse de risque, la façon dont on mène à bien les fameux ateliers de CRM, et ce qu'on va attendre de l'analyse de risque. Qui est de toute façon, c'est crucial de structurer l'analyse, mais derrière la question, ça va être comment on fait pour faire en sorte de mener à bien ces ateliers à l'échelle pour tous les scénarios de risque intéressants et de manière dynamique. Et ça aujourd'hui, ça fait pas partie inhérente, c'est pas intégré nativement dans le CRM. C'est quelque chose que nous, on amène avec le CRM et donc on automatise aujourd'hui 80 à 90% de la méthode. Et après, par-dessus, il peut y avoir une surcouche financière. La surcouche de financiarisation, de quantification du risque. Nous, ce qu'on utilise, par exemple, c'est la méthode FAIR, Factor Analysis of Information Risk. À la limite, le nom, c'est pas très grave. L'important, c'est de retenir que c'est quelque chose qui va juste se plugger, se brancher à n'importe quelle structure d'analyse de risque, dont le CRM, et qui va permettre de rendre les résultats de l'analyse de risque quantitatifs, financiarisés, et pas juste qualitatifs, échelle de risque 1 à 5, lumière verte, orange, rouge, etc. Donc vous avez probablement tous là-dessus. Juste en fait, vu l'entreprise, la différence, c'est vraiment, alors comme je disais tout à l'heure, une méthodologie normée, reconnue, c'est vital en fait, parce qu'on a besoin en fait d'afficher de la crédibilité face à nos entités. Maintenant, il faut du résultat. Et le résultat, en fait, c'est pas la méthodologie, c'est ce que Maxime vient d'évoquer. Et donc, vous avez besoin d'un outil qui vous apporte, en fait, ce complément, si vous pouvez, en fait, être capable de sortir des états que vous pouvez montrer aux instances dont je parlais tout à l'heure. Et peut-être juste un commentaire pour abonder. J'ai bien aimé ce qu'a dit Maxime tout à l'heure sur les questions d'intelligence collective. Précisément, il n'y a pas une méthodologie plutôt qu'une autre, même s'il y a besoin d'un cadre sans doute normé pour qu'on y voit plus clair, mais c'est vraiment la mise en commun des différentes approches
trouver la façon de le faire de façon efficace, qui doit permettre de résoudre ce problème de quantification. Parce que, bon, j'ai mentionné le terme de mathématiques de l'assurance. Il y a, disons que dans la base de ces choses-là, on a, pour cette question de l'assurance, pour cet exemple-là, l'idée que le cadre standard, c'est celui de ce qu'on appelle un jeu, au sens de la théorie des jeux, c'est pas des jeux très drôles, à 2 joueurs, assureur et assuré. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur un jeu à au moins 3 joueurs. C'est-à-dire, il y a l'assureur et l'assuré, mais derrière, il y a un écosystème cyber malveillant qui n'a pas le même degré d'information sur le risque, qui d'ailleurs pratique le partage d'informations. Le ransomware as a service est un exemple de mise en commun d'outils à une large communauté. Et ça crée un très fort déséquilibre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de collectifs, à la fois en termes de méthodologie, mais également en termes des différents acteurs qui vont se mettre autour de la table pour évaluer le risque, parce qu'il faut rattraper ce déficit, ce déséquilibre d'information entre les défenseurs et les attaquants. Juste conclure là-dessus, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est un des immenses avantages de la méthode EdgeCRM, c'est qu'elle intègre, pour le coup, nativement, la partie menace, connaissance de l'attaquant. Pourquoi? Parce que pour passer d'une source de risque, alors je prends le vocabulaire EdgeCRM, pour passer d'une source de risque à des scénarios qui soient stratégiques ou opérationnels, on est obligé de connaître la menace et d'avoir une base de données ou des informations dynamiques de threat intelligence, d'analyse de la cybermenace. Ça, c'est crucial, c'est quelque chose que l'ANSSI a très bien compris. Je suis l'ancien de l'ANSSI, donc je fais le plus pour l'agence. Mais c'est évidemment crucial et ça a rendu caduque, à notre sens en tout cas, toutes les méthodes et tous les outils d'analyse de risque qui n'utilisent pas la threat intelligence, puisque c'est juste impossible aujourd'hui, en tout cas, c'est pas viable dans le monde dans lequel on vit, de ne pas faire une analyse de risque dynamique où tout part de la menace. Ça, c'est notre credo depuis un certain temps, mais c'est vraiment montré et démontré par la méthode EDGE. Alors, ce que vous disiez me faisait penser qu'il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé encore, mais c'est tous les agents de notation qui, j'imagine, se nourrissent aussi de ce type d'approche et de méthodes. Comment justement vous les alimentez avec les résultats de Alors aujourd'hui, en fait, il y a 2 profils, on parle des agences de notation. Vous avez en fait des gens qui vont vous demander de la preuve. Et donc, vous connectez en fait sur un référentiel et vous êtes capable de faire de la preuve. Donc, dans ce cas-là, on utilise l'outil et à partir de l'outil, en fait, on sort des états. Comme je disais tout à l'heure, ça a énormément évolué ces dernières années. On est passé en fait d'une page d'un questionnaire simple à une vingtaine de pages en fait qui sont vraiment des éléments détaillés. Donc cela en fait on les gère plutôt bien. C'est pas mal de temps y passer, mais tout va bien. Les autres, en fait, eux, se nourrissent uniquement en fait, d'informations qui sont accessibles en ligne à travers le web. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, parce que forcément, vous ne pouvez pas mettre les résultats en fait, de votre analyse de risque Redmine. Et donc, faut trouver le bon compromis. Donc, nous, on utilise en fait les documents de publication standard côté et l'autre. Et donc, dans le rapport annuel, eh bien, on glisse des éléments sur lesquels ils vont pouvoir en fait se connecter, se nourrir, et qui vont leur permettre en fait de gérer cette notation. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le résultat n'est pas du tout le même entre celui à qui on fait les preuves et celui qui se nourrit de choses qu'il trouve en ligne. On se retrouve avec des états qui sont plutôt dans le rouge sur les data privacy, cyber security and co, alors que potentiellement on sait qu'on a la réponse. Non, juste les 2 noms qui viennent à l'esprit en général quand on parle d'agence de notation aussi, c'est BitSight, Security Scorecard, enfin toutes ces entreprises-là que vous connaissez probablement. Un point qui est important, et tu commences à l'évoquer, c'est le fait que faut retenir que ces genres de notation font souvent du bon travail, parfois avec des fortes limites de périmètre des actifs qui vous appartiennent ou pas, etc. Mais il faut retenir qu'elles ne voient que la bordure de votre réseau, tout ce qui est en ligne. Et si vous voulez, c'est très très faible, c'est très très peu par rapport à ce qui constitue votre niveau de maturité défensive et la réalité de votre risque. Si je vous prends un exemple, un attaquant qui va faire du phishing ciblé sur quelqu'un de votre entreprise, à la limite, les mesures de sécurité que vous avez mises sur votre bordure, il les contourne. C'est vraiment pas important. Et une fois qu'il est dans le réseau, en revanche, là, il va commencer à s'amuser avec ce que les agents de notation ne voient pas. Donc c'est très bien ces agences de notation pour capter une partie
de votre niveau défensif et de votre maturité, c'est des choses que nous, on est capable de prendre en compte pour pré-remplir automatiquement une partie des mesures de sécurité importantes, mais c'est pas du tout la majorité de ce qu'il faut coller. Ouais. Et ce qui est dangereux, en fait, qui est évoqué par Maxime, c'est ce mélange, en fait, qui est opéré. Quand vous avez une organisation, en fait, qui est très distribuée et que tout le monde, au final, s'appelle Lagardère quelque chose, en fait, il y a un mélange, en fait, de données qui n'ont rien à voir et qui sont liées, en fait, à des organisations complètement différentes, à des systèmes d'information indépendants, qui font que, globalement, en fait, c'est inexploitable. Et le travail qu'il faudrait, en fait, pour ranger les indicateurs remontés pour qu'au final, en fait, il y ait un résultat qui soit recevable, il est juste là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions aussi dans la salle? Je le disais tout à l'heure, il y a 3 piliers de la quantification du risque. Il y a la fréquence de ciblage, qui va dépendre de la menace et de votre profil. Il y a le taux de succès de l'attaquant, qui va dépendre de ses techniques d'attaque et de vos mesures de défense. Donc ça, bien sûr, on peut agir là-dessus en augmentant son niveau de défense. Mais il y a aussi d'autres types de mesures qui sont cruciales. C'est une fois que l'attaque a réussi et que l'attaquant a mené à bien son attaque, comment on fait pour réduire potentiellement les impacts financiers. Alors ça peut passer par l'assurance, bien sûr, mais aussi par des mesures de gestion du risque, des points de continuité d'activité, des points de reprise d'activité, etc., que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Donc c'est crucial, c'est modélisable également. Et donc quand on parlait tout à l'heure avec Olivier de modèle de quantification de l'impact financier, c'est typiquement le genre de paramètres qu'on va prendre en compte. Et c'est là que c'est important d'avoir à la fois l'expertise cyber et les données. Aujourd'hui, vous dites à un assureur, j'ai un plan de continuité d'activité, voilà la façon dont il fonctionne, voilà ce que j'ai mis en place ou pas. Il va prendre en compte, mais ça va être binaire, c'est-à-dire ça va être oui, non. Alors qu'en réalité, tous les plans de continuité d'activité ne se valent pas, tous les modes dégradés ne se valent pas. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut être capable de prendre en compte. Donc, ça fait partie des paramètres qu'on modélise. Si vous voulez, quand on parle je parlais d'algorithmes tout à l'heure, de modélisation, en fait, il faut le voir comme des arbres de décision, si vous voulez, qui sont constitués de tous les paramètres qui vont être pris en compte pour le calcul, qui sont des arbres extrêmement complexes, hein, ça ne rentre pas du tout sur un écran, si vous voulez le montrer. Et parmi les sous-paramètres, ce qu'on appelle les hyper-paramètres qu'on va prendre en compte, il va y avoir les différents modes dégradés que vous êtes capable de mettre en place, et surtout, la durée potentielle sur laquelle vous êtes capable de tenir dans ce mode dégradé-là, et l'impact métier. Est-ce que c'est un mode dégradé qui vous permet de faire 80%, 75%, 50%, 30% de votre activité économique pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? Voilà. Donc, c'est des choses, bien sûr, ça reste subjectif au sens où si vous ne l'avez pas testé, c'est des projections qu'on va faire, mais c'est un paramètre crucial. Il y a aussi un point qui est important et qu'on évoquait tout au début, hein, c'est que l'outil soit capable, à côté de toute cette dynamique en fait qui a été mise en place, de conserver en fait le contrôle standard qu'on est incapable en fait d'aller chercher avec de la dynamique, histoire de pouvoir justement compléter et de vérifier que ce qui doit être mis en place dans le cadre, par exemple, d'un mode dégradé en fait d'une capacité de reprise, l'est réellement. Alors, c'est effectivement modélisable aussi, mais là aussi, il faut différencier le cas de la grande entreprise et de la PME. C'est-à-dire que précisément sur la grande entreprise, on va pouvoir lui poser la question sur son plan de continuité d'activité et il va pouvoir y avoir un travail approfondi sur comment on va fonctionner en mode dégradé pendant combien de temps. Sur les petites et moyennes entreprises, par contre, c'est beaucoup plus dur d'avoir la réponse et potentiellement, ça je le mets dans la peau de l'assurance, le problème, c'est que les petites et moyennes entreprises, il faut avoir un effet de masse, il faut en avoir beaucoup pour rendre les choses viables. Et donc, il faut être capable de traiter cette information de façon rapide, alors qu'on la reçoit de façon dégradée. Or, il va y avoir une très, très grande hétérogénéité. C'est ça qui est assez dur dans la quantification. Alors, c'est des métriques qu'il faut bien sûr prendre en compte. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un modèle qui ne soit pas figé. Puisque quand on arrive dans un grand groupe, on va avoir ce travail de personnalisation dont je parlais. Et est-ce qu'on en a un seul ou pas, déjà? Et ensuite, quelles sont les métriques qui en sortent? C'est important puisque, typiquement, des métriques sur les fréquences de ciblage, sur les incidents qu'il y a eu, sur ce que le SOC va passer en termes de menaces, c'est des choses qu'il faut être capable de prendre en compte pour ajuster le modèle. Donc oui, ça, c'est un vrai travail. Donc, ce sont des métriques qui sont cruciales. En revanche, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que
à notre sens, dans la notion de risque, il y a une notion de probabilité et il y a une notion d'inattendu. C'est-à-dire que si c'est pas inattendu et qu'on n'est pas obligé de passer quelque part par ce champ mathématique qu'on appelle les probabilités, c'est que de toute façon, c'est pas un risque, c'est quelque chose qui est parfaitement connu, et donc on peut travailler dessus sans aucun problème. Donc, ce qui est parfaitement connu, tu parlais de scénario stochastique contre scénario prédéfini, très bien, on travaille dessus avec les métriques qu'on a, et c'est des choses qu'on est capable de faire avec une certitude qui va être forte. Quoique, il faut prendre en compte l'évolution de la menace, j'en parlais, je ne reviens pas dessus. Donc, à l'instant T, si vous voulez, on va avoir une certitude qui est forte, mais la menace, dans un an, vous ne savez pas du tout ce qu'elle va donner. Et en plus de cette évolution de la menace, vous avez des scénarios aujourd'hui qui arrivent, que peut-être vous ne voyez pas, ou alors qui vont être des scénarios nouveaux qui vont apparaître dans l'année, parce que votre métier évolue, puisque la menace évolue, etc. Et ça, il faut quand même être capable de les modéliser. Donc la réponse, c'est oui, ces métriques sont cruciales. Il faut être capable de les prendre en compte, on le fait. Mais ça ne suffit pas. On est obligé, quelque part, de se projeter dans l'inconnu et de raisonner sur des probabilités. Je ne sais pas si ça répond à la question. Juste pour ajouter un mot, en fait, toutes les métriques en général sont extrêmement utiles parce qu'elles fournissent une norme. Elles sont extrêmement dangereuses aussi parce qu'elles fournissent une norme. Dans le sens où, justement, on l'a vu aussi, on parlait de notation, on l'a vu sur les questions de notation financière à un certain moment, on le voit encore, c'est que si on se contente d'un seul regard, il y a le risque d'être aveugle à tout le reste. Et donc, c'est vraiment la conjugaison de différentes analyses, certaines qui existent via des métriques, via des scores de sécurité qui va être intéressante, mais c'est aussi tout ce que va nous apporter l'expertise des gens qui connaissent le risque et aussi des modèles prospectifs qui vont être développés. Je peux peut-être parler un peu de ce qu'on fait sur les aspects mesure du risque systémique, notamment ces questions géopolitiques sont extrêmement importantes. Donc disons que le fait qu'il faille les prendre en compte, oui, c'est certain. Dans le sens où on a vu notamment par le passé, maintenant un des grands classiques qui est NotPetya, qui au départ part de l'Ukraine. C'est extrêmement difficile à l'heure actuelle de passer de ce constat qu'il y a des phénomènes géopolitiques qui se passent à une véritable quantification de à quel point ça va être intense, c'est-à-dire donner un vrai chiffre sur comment ça va multiplier un certain nombre d'attaques sur tel ou tel secteur. C'est ça qui est un peu difficile. Mais en tout cas, c'est ce dont on a besoin, d'avoir des modèles qui envisagent de façon claire le risque systémique. On a besoin d'avoir des informations géopolitiques et aussi d'avoir des informations sur quelles seraient les cibles particulières, je parle en termes de secteur d'activité, en termes de typologie d'entreprise, qui peuvent être plus ou moins attaquées par ce genre par des organisations, je dirais, ou des mouvements liés à certains États. En sachant que ça va pas être justement sur les aspects systémiques, disons que l'attaque par ransomware classique, même s'il y a eu des attaques virales de ransomware qui étaient motivées par des questions vraiment d'enrichissement personnel, on n'a pas l'impression, alors je me trompe peut-être sur cette analyse, mais le cybercriminel qui veut juste s'enrichir n'a pas forcément envie de déclencher, d'avoir beaucoup d'attention sur lui et de déclencher un véritable événement systémique. En revanche, c'est plutôt des causes géopolitiques qui vont engendrer ce genre de choses-là, d'où la nécessité très forte de les comprendre et de les quantifier. Ce sur quoi on n'a, à ma connaissance, pas de données qui, pour le moment, se réconcilient bien avec les modèles. Mais c'est précisément un avis de travail. Là-dessus parce que nous, ça fait partie de l'ADN de Cydalide. Donc, merci pour la question. Je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est important pour nous. Alors, évidemment, c'est très, très compliqué. Donc, c'est aussi un grand champ de R&D pour nous sur lequel on a l'intention de faire avancer le sujet. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Donc, évidemment, les causes géopolitiques sont très importantes. Tout un tas d'attaques qu'on connaît, qui vont être du systémique, qui vont être de l'espionnage, qui vont être du sabotage, etc. On va aussi avoir du géopolitique, là où on s'y attend peut-être moins. Tout ce qui est cybercriminel, par exemple. On sait très bien qu'il y a certains pays
qui ont des liens, certains gouvernements qui ont des liens avec leur écosystème cybercriminel. Et donc, c'est capital à prendre en compte. Et on voit plusieurs groupes criminels qui aujourd'hui conçoivent des malwares, des logiciels malveillants, qui sont conçus pour éviter certaines géographies, pour épargner certaines cibles, et pour au contraire être plus virulentes et déclencher certains types d'impact sur les réseaux, en fonction de la langue, des configurations géographiques du clavier, des ordinateurs, etc. Maintenant, comment on prend ça en compte? Nous, on a une vision, donc on a des experts, je crois qu'on est la seule boîte aujourd'hui technologique, cyber, à avoir des experts géopolitiques en interne. Si ça vous intéresse, on publie régulièrement, une fois par mois, des dossiers complets sur une menace. Donc on a fait un dossier sur la menace chinoise, on a fait un dossier sur la menace iranienne. Il y a un dossier qui va arriver bientôt, mais je ne le dévoile pas, je vous laisse le suspense. C'est sur notre blog, c'est accessible et ça croise les deux regards, cyber et géopolitique. La façon dont ça fonctionne pour nous, c'est qu'en géopolitique, il y a deux grandes catégories, si vous voulez, d'informations. Il y a ce qu'on va appeler le structurel et le conjoncturel. Ce qui va être structurel, c'est d'une certaine façon, si vous voulez, l'état profond des relations géopolitiques. D'accord? C'est-à-dire le fait qu'il y a des alliances. C'est très bien que ces alliances vont pas changer du jour au lendemain, que c'est un travail de fond et que c'est du temps long. C'est la caractéristique de la géopolitique structurelle. Ce phénomène d'alliance, nous, on le prend en compte, pour compléter nos informations de threat intelligence. Je m'explique, on a des trous sur l'information sur la menace. On sait très bien que tout n'est pas public. On sait qu'on va avoir un rapport, par exemple, sur un groupe qui va expliquer qu'il cible avec beaucoup d'intensité l'Allemagne, parce qu'on a des solutions de sécurité ou des éditeurs qui sont allés analyser des attaques en Allemagne de ce groupe. Mais potentiellement, ce groupe, en fait, il va cibler tous les pays d'Europe, et on ne le sait pas forcément. Donc, pour combler ces trous-là, nous, on prend en compte des structures d'alliance géopolitiques, et on va considérer que dans le cas d'une attaque qui, en effet, va avoir des déclencheurs, des signaux géopolitiques forts, et ben, si un groupe cible l'Allemagne, a priori, il est possible qu'il soit capable, ou en tout cas qu'il soit intéressé à cibler les alliés proches de l'Allemagne. Au contraire, il va peut-être essayer d'éviter les ennemis de l'Allemagne, entre guillemets. Je caricature évidemment tout, parce que je ne peux pas vous expliquer ça en 3 minutes, mais c'est le principe. Et ensuite, le conjoncturel, pour aller vite, c'est tous ces signaux plus ou moins faibles du quotidien qui nous permettent de dire qu'une relation est en train de changer, mais que c'est peut-être du court terme. Mais du coup, ça va avoir peut-être un impact sur l'intensité des attaques, de certaines attaques, dans un temps très court. Et donc ça, pour l'analyse de risque, c'est important, mais il faut être capable de le lisser pour pas que votre risque fasse ça. La caricature qu'on disait souvent, c'était qu'on a des approches de R&D qui prennent ça en compte, qu'on ne déploie pas encore forcément en production. Et sous la présidence de Trump, à chaque tweet de Trump, potentiellement les signaux, ils faisaient ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, que c'est des choses qui sont très complexes à prendre en compte. Mais voilà, c'est de la R&D qu'on fait, qui est cofinancée également par l'État dans le cadre du plan économique cyber lancé par ce gouvernement. Donc voilà, je pense en effet que c'est un sujet crucial en cyber. Juste très rapidement, en quelques mots, et après je vous passe la parole là-dessus. Si je pense que oui, en effet, il y a cet enjeu-là derrière. Dans la quantification du risque, on va d'ailleurs prendre en compte tous les sujets juridiques, les amendes, les éventuels impacts pénaux ou pas d'ailleurs, etc., etc. Donc oui, c'est évidemment un impact, c'est aussi un moteur, au sens où, j'en parlais, l'humain a deux grandes façons de fonctionner, c'est la carotte et le bâton, c'est hyper caricatural ce que je vous dis, mais c'est l'idée. Vous avez des RSSI ou des groupes, ou des risk managers ou des assureurs qui vont être matures, en tout cas nous c'est notre vision, et qui du coup n'ont pas besoin du bâton, et qui vont fonctionner à la carotte. Donc les groupes avec lesquels on travaille aujourd'hui sont la plupart du temps dans ce camp-là. Et puis vous allez avoir les groupes ou les personnes qui fonctionnent au bâton. Et pour ça, l'arme juridique, la punition juridique, la menace juridique, oui, est malheureusement une arme qu'on est obligé de déployer. Parce que, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le risque cyber est crucial et que si certaines personnes, c'est un risque communautaire en plus, on parlait de systémique tout à l'heure, si on a des, vous savez, les Anglais disent low hanging fruit, c'est-à-dire des chaînons, des maillons faibles dans la chaîne, ça peut être un moyen de tout pénétrer. Et donc, on est obligé quelque part de faire en sorte d'assurer une certaine homogénéité et d'avoir cette arme juridique à notre disposition. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous voulez.
Il y a également l'arme juridique et on parlait d'assurance, mais sur l'assurance, il y a aussi, elle peut intervenir. Je ne saurais pas vous dire si elle intervient à l'heure actuelle, mais en assurance, si vous pensez à l'assurance contre le vol, vous laissez vos fenêtres grandes ouvertes pendant plusieurs jours, vous faites cambrioler, l'assurance elle ne paie pas. Ça c'est le bâton. C'est que justement, à travers l'assurance, c'est un véhicule, et notamment sur les petites et moyennes entreprises qui sont assez peu couvertes, pour justement poser les questions et avoir une façon de récupérer, de faire un diagnostic et d'émettre des recommandations. Et ensuite, il peut y avoir, indépendamment de la sanction juridique, qui parfois est assez abstraite pour certains, de se dire, oui, mais si j'ai un problème, on ne va pas me rembourser, on ne va pas me payer pour ça. Et c'est aussi un levier qui est possible. On ne l'a pas dit forcément assez clairement, mais dans les enjeux de la quantification, on peut bien sûr parler au comité exécutif, aux décideurs, mais pour les petites structures, c'est crucial parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est une petite structure, souvent, d'ailleurs une grande structure aussi, mais souvent l'enjeu numéro 1, c'est la survie économique de la structure. Et quand on arrive dans des entreprises, ou les assureurs arrivent dans des entreprises où il n'y a pas le RSI, ils ne savent même pas ce que c'est. En général, de plus en plus, maintenant, il y a quand même un CTO ou un directeur technique qui est là pour s'assurer que le SI fonctionne bien ou que les services techniques et technologiques fonctionnent bien. Mais la sécurité, en général, ils n'ont même pas entendu parler de ça. Si on est capable de leur montrer à combien ils sont exposés financièrement, combien ça peut leur coûter par rapport à ce qu'ils pourraient mettre en place, cette notion de rentabilité qui est cruciale dans le modèle de quantification, c'est-à-dire il y a des réflexes d'hygiène qui ne coûtent rien, il y a des solutions adaptées aux PME, il y en a peu, mais il y en a qui coûtent assez peu cher et qui sont très rentables par rapport à la diminution de votre exposition au risque qu'elles enclenchent. Et de la même manière, aujourd'hui, les solutions d'assurance pour les PME, même si elles ne sont pas forcément très bien construites et très bien calibrées, parfois elles coûtent peu cher et donc elles permettent quand même d'être rentables en termes de réduction du risque. Si on est capable de leur parler ce langage et pas de leur expliquer ce que c'est qu'un EDR, techniquement, en général, ça fonctionne mieux. En tout cas, c'est un premier pas vers cette sensibilisation. Donc ça, c'est la carotte. Et après, pour le reste, il y a pas de... Donc, montrer ensemble que le coût de la prévention est moindre que celui de la rémunération d'une attaque. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Plus de questions non plus, j'ai l'impression, en ligne. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on mette fin à cette séance. Et puis, voilà, déjà, je voudrais remercier nos trois intervenants pour cette discussion. Merci à vous d'être venus. On a été évidemment très heureux de vous accueillir de nouveau en chair et en os depuis au moins 2 ans, je crois, depuis le dernier petit déjeuner. On a été vraiment très heureux. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. On a pris des bonnes habitudes de webinaire là, pendant ces 2 dernières années. On est ravis de pouvoir continuer aussi de garder ce format hybride. Et le prochain petit déjeuner aura lieu le 16 novembre sur un sujet qu'on vous communiquera très vite et qui sera également en format hybride, toujours ici au Cercle des Célestins pour ceux qui pourraient se déplacer en ligne pour tous les autres. Voilà, donc merci encore à tous, très bonne journée et donc au plaisir de vous revoir le 16 novembre.